Donc, rebonsoir à toutes et à tous. Ce webinaire va donc commencer. Je vous remercie à toutes et tous d'être présents. Je remercie aussi nos quatre intervenants pour leur présence et leur mobilisation. Donc, je suis Damien Thomas, je suis là à double titre en tant qu'un des responsables du Théâtre de la Rencontre qui est basé à Bordeaux, qui est une organisation culturelle qui travaille beaucoup en direction de la jeunesse et très récemment, qui est devenue tête de réseau pour toute la Nouvelle-Aquitaine pour l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Donc, on intègre beaucoup les jeunes dans nos projets, dans nos processus, et nous sommes en dialogue permanent avec les politiques publiques. Et aussi, j'interviens en mon nom propre en tant qu'acteur culturel dans le paysage bordelais engagé à gauche, je le précise parce que je crois qu'il est toujours bien de savoir d'où on parle. Ce rendez-vous a été organisé car nous interrogions avec toute l'équipe qui m'entoure, qui est derrière l'écran, sur la question de la jeunesse. Alors, depuis un petit moment, mais évidemment, depuis plus d'un an, elle est très en souffrance avec cette crise de la Covid-19 qui n'en finit plus. Et du coup, on s'interrogeait, au-delà de nos projets culturels et d'éducation populaire, ce que nous pouvions faire, car c'est vrai qu'en temps normal, on organise beaucoup de débats sur Bordeaux, la région de l'Aquitaine et de temps en temps à Paris, où on met tout un tas d'acteurs autour de la table, entre les acteurs de terrain et les décideurs politiques. C'est notre savoir-faire. Et au moment où on s'est interrogé là-dessus, on est tombé sur une annonce qui nous a fortement marqué, donc de Vincent Tibéri, présent, qui annonçait la sortie d'un ouvrage qui, je crois, enfin, déjà commence à faire pas mal parler dans les réseaux politiques et médiatiques, puisque Vincent était il y a encore quelques secondes en direct sur France Culture, sur un débat avec la secrétaire d'État notamment, sur donc, cet ouvrage qui s'appelle Génération désenchantée, point d'interrogation, que j'ai là ma possession. Un ouvrage conséquent de plus de 200 pages avec de nombreux chercheurs qui ont coécrit plusieurs pages chacun. Donc, Vincent Tibéri, qui se présentera juste après, donc, qui est un sociologue du politique, a coécrit et co-dirigé avec son collègue Laurent Lardeux, donc cet ouvrage qui a été publié à l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire. Et donc, du coup, ça a été une évidence pour nous de provoquer ce webinaire, ce débat en ligne, à partir de cet ouvrage dont Vincent nous parlera dans quelques instants et pour contextualiser le pourquoi du comment. Je vais proposer, parce que j'aime plutôt ça en général, que nos quatre intervenants principaux se présentent en 1 ou 2 minutes. Et ensuite, Vincent reprendra la parole pour contextualiser et être le point de départ de ce webinaire. Et juste avant de vous donner la parole, mes chers intervenants, du coup, ce webinaire se fera en 2 temps. Donc, une première partie plutôt en format table ronde d'une trentaine de minutes. Une seconde partie plus interactive avec les personnes, les participants qui sont avec nous, où nous poserons un petit questionnaire et où nous vous demanderons de réagir là-dessus. Alors, on avait convenu que c'était Nathalie Lonzi qui commencerait à se présenter. Merci Damien pour cette invitation. Donc, moi, je suis Nathalie Lanzy, élue dans les Deux-Sèvres, vice-présidente de la Nouvelle-Aquitaine, entre autres chargée de la jeunesse. Et je tiens à dire que c'était la délégation que j'avais souhaité mener. Après, on m'a rajouté la culture, le sport et le patrimoine. Mais finalement, ça concerne toute la jeunesse. Et donc, je suis par ailleurs professeure d'histoire géo dans un collège. Donc, la jeunesse je la connais bien et je la vois justement enchantée ou plus ou moins désenchantée. C'est pour ça que j'ai souhaité participer à ce débat et j'en suis ravie.
je passe la balle à Boris, puisqu'on est dans une terre rubistique dans les Landes. Bien, merci beaucoup. Merci de votre invitation. Alors moi, je suis Boris Vallaud, je suis député des Landes, député socialiste. Et j'imagine que j'ai été invité parce que, il y a quelques semaines, nous proposions à l'Assemblée nationale la création d'un minimum jeunesse, qui était un revenu d'émancipation dont j'aurai l'occasion sans doute de donner le détail, qui a fait en séance long feu, puisque la majorité nous a expliqué qu'il n'y avait pas véritablement de sujet et qu'en toute hypothèse, les jeunes ne demandaient pas une allocation dans laquelle ils risquaient de s'abîmer, mais du boulot. Ce à quoi j'ai répondu que je pouvais tout à fait convenir que l'aspiration était un emploi stable, bien sûr, mais que la réalité objective était que nous assistions à une cohorte de jeunes venant grossir les rangs des banques alimentaires et que dans notre pays, c'était absolument insupportable et que c'était sans doute l'occasion, au-delà de la crise, de reconsidérer, de repenser le rapport de la nation à sa jeunesse. Et peut-être qu'on aura l'occasion d'ailleurs dans ce cadre-là d'évoquer le service national obligatoire, universel, le projet du gouvernement. Et j'aurai là l'occasion aussi de vous dire tout le mal que j'en pense. Vincent. D'accord, donc je suis Vincent Tibéry, je suis sociologue, je suis professeur des universités à Sciences Po Bordeaux après être passé par Paris. Et donc effectivement, je vais vous reparler du bouquin tout à l'heure, mais je pense qu'effectivement, on pourra d'ores et déjà avoir des discussions autour de ce que c'est qu'un minimum de revenus et de ce que c'est que des politiques de jeunesse. Et notamment, je pensais très fortement en entendant Boris Vallaud au travail de mon collègue Tom Chevalier qui avait montré que non seulement il y avait des possibilités d'émancipation pour la jeunesse, et notamment avec les pays d'Europe du Nord, mais qu'en plus, quand on faisait ça, étonnamment, on créait des meilleurs citoyens. Donc, ce n'est pas qu'une question d'égalité économique, ce n'est pas qu'une question d'insertion sur le marché du travail, c'est aussi une question d'émancipation et de pouvoir agir. Donc, je pense qu'on y reviendra. Bonjour à tous, merci Damien pour cette invitation. Moi je m'appelle Sina Araghi, mon nom d'artiste c'est Sina XX, je suis DJ, producteur, je suis également directeur artistique d'un collectif qui s'appelle Subtil. Et voilà, je vais essayer de pouvoir apporter un peu ce mélange entre ce que je vis avec ma communauté et la manière dont on traverse en effet cette crise, comme tu disais Damien, qui est assez difficile pour la jeunesse. Elle est particulièrement aussi difficile pour les artistes et pour les personnes qui ont, on va dire, une vie culturelle riche et libre. Et voilà, donc c'est vrai pour nous, on est dans une période où on passe parfois dans la même journée de l'enchantement au désenchantement. Et ça va être intéressant de pouvoir parler de ça. Merci Sina. Donc, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Je vais laisser Vincent présenter le travail qu'ils ont effectué avec tous ces chercheurs. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, Vincent, tu le préciseras, je pense, c'est que cet ouvrage s'appuie sur des données avant la crise du Covid. Et justement, nous, quand on a préparé ce webinaire, on trouvait ça très intéressant, justement, d'entendre ce que tu vas nous raconter sur cet ouvrage. Nous, on l'a beaucoup épluché dans l'équipe à Bordeaux, et justement, et de voir qu'effectivement, ce qui a été révélé par la crise de la Covid-19 était probablement déjà bien présente avant cette crise pour la jeunesse et sur le lien entre les jeunes et les décideurs politiques et l'engagement, etc. Vincent, je te laisse la parole. Oui, alors il faudra me la retirer rapidement parce que tu connais les universitaires. Si tu les lâches, ils peuvent parler 2 heures. Et donc, j'ai bien entendu les 30 minutes. Donc d'abord, effectivement, c'est un livre collectif dans lequel il y a quand même eu pas mal de travaux, notamment de collègues de Grenoble. Je pense à Frédéric Gontier, je pense à Pierre Bréchon, je pense à Céline Bello, mais j'ai également de Bordeaux, je pense à Camille Bedoc, qui travaille notamment sur les questions de rapport à la démocratie, et puis Laurent Lardeux, Yael Amsamel Mingui, etc. Donc, on est une équipe.
C'est également un livre qui effectivement se fonde sur une enquête qui a eu lieu en 2018, qui est l'enquête Valeurs en France, et qui, de ce point de vue-là, est une enquête assez exceptionnelle, parce qu'en gros, c'est un questionnaire qu'on répète tous les 9-10 ans. Donc, ça nous permet de comparer les jeunesses de l'année 2018 avec les jeunesses de 1981. Et vous imaginez bien ce que ça peut impliquer en termes de changement, parce que la jeunesse de 80 a considérablement vieilli. Ce qui se dégage aussi, alors, Génération désenchantée, vous avez vu, il y a un point d'interrogation. C'est pas que simplement, et puis il y a non seulement un point d'interrogation, mais il y a plusieurs, je l'ai mis au pluriel. Et parce que, en fait, derrière, j'aimerais qu'on ait un discours autrement que pessimiste à l'égard de la jeunesse et de sa spécificité. D'abord parce qu'en fait, on est loin de rendre compte du portrait d'une jeunesse désocialisée ou qui ne s'intéresserait qu'à ce qui se passe sur l'écran de leur smartphone. Au contraire, Frédéric Gontier montre notamment qu'on n'a jamais eu autant de jeunes qui se sentent préoccupés avant même le Covid de ce qui arrive à leurs voisins, ce qui arrive aux seniors, ce qui arrive aux pauvres, etc., etc. On est également face à une jeunesse qui n'est pas forcément toujours dans la logique du chacun pour soi. Au contraire, Frédéric Gontier montre que dans cette jeunesse, il y a une demande notamment d'intervention de l'État, de reconnaissance des identités, de lutte contre les inégalités, et voire même, et ça Camille Bodoc le montre bien, dans la définition même de ce que c'est qu'une démocratie, mais pour eux désormais, lutter contre les inégalités, ça fait partie du projet démocratique. Ce qui est également intéressant, c'est de constater que ce sont des jeunes qui se distinguent de moins en moins des moins jeunes. Et en fait, derrière, il y a un effet très particulier qui fait qu'aujourd'hui, la vie politique française a une fâcheuse tendance à être dictée par des cohortes nées pendant le baby-boom. Donc, on a beaucoup entendu parler des boomers, et on a, avec le hashtag OkBoomers, mais ce dont on se rend compte, c'est que la vraie singularité en termes de citoyenneté, désormais, c'est les plus de 65 ans et les moins de 65 ans. Et les plus de 65 ans sont dans une logique où on vote par devoir, on s'en remet à des leaders de décider pour nous. La démocratie représentative, c'est très bien, voire même un homme fort qui n'a pas à se préoccuper des élections, ça leur parle, en tout cas une partie d'entre eux. Et c'est clairement plus le cas des post-baby-boomers, et y compris de ces jeunes. C'est également une jeunesse qui, effectivement, ne se sent pas forcément très connectée avec les responsables politiques. Et alors, que ce soit les partis de gouvernement anciens ou ceux qui pensent avoir fait turbuler le système, en gros, il y a une vraie déconnexion avec les partis en général, donc y compris la République en marche, et ce n'est pas une déconnexion envers la politique en général. C'est-à-dire que oui, le vote n'est plus pour eux un truc automatique. Oui, le vote n'est plus un devoir. Oui, ils disent plus souvent que, OK, ils peuvent voter pour des élections nationales et s'abstenir pour d'autres. En revanche, ils vont participer d'une autre façon. Ils vont participer par la manifestation, ils vont participer par la pétition, ils vont participer par le boycott, ils vont participer par les associations. Et en fait, derrière, c'est aussi parce qu'il y a une vraie demande d'un nouveau type de démocratie. Une démocratie beaucoup plus inclusive, une démocratie plus horizontale, une démocratie qui, effectivement, fait qu'on entend plus les uns et les autres. Et puis, un dernier point, ce sont des citoyens, et ce sont des citoyens à qui on ne la fait plus. Et ça, c'est un des points importants du renouvellement générationnel, c'est que plus une cohorte est récente, plus elle est diplômée, et plus une cohorte est récente, plus elle est diplômée, et donc plus, on ne peut plus les avoir de la même façon. En gros, on est face à des citoyens distants à qui on ne la fait pas, à qui on ne peut pas faire gober tout et n'importe quoi. Et enfin, il y a des jeunesses. Et c'est une idée importante du livre, de rappeler que du coup, on a dans ces jeunesses des virtuoses de la participation, des virtuoses de la mobilisation qu'on va retrouver dans les manifestations contre le réchauffement climatique, qu'on peut retrouver dans les manifestations contre les violences policières dès la sortie du premier confinement. Puis il y a d'autres jeunesses qui, en revanche, sortent du radar politique, participent plus, ne votent plus, ne sont plus dans le mouvement social. Et celles-là, on les retrouve notamment au plus bas de l'échelle des revenus, au plus bas de l'échelle de l'intérêt pour la politique, dans certains territoires. Et notamment, là, je pense effectivement en partie Hollande, en partie à la Gironde de l'Entre-deux-Mers, en partie aux Deux-Sèvres. Je suis aussi un Charentais-Maritime, donc je pense très très fort à cette zone qui va du Blayais jusqu'à Jonzac. Et donc effectivement, là, ces jeunesses-là, on ne les voit pas. Et pourtant, alors je ne dirais pas qu'il y a nécessairement un malaise chez elles.
hein. Il y a, notamment dans la jeunesse masculine de ces endroits, il y a aussi une volonté de rester en place. Mais très clairement, on voit aussi que cette partie de la jeunesse est la jeunesse qui peut être tentée par le vote pour le Rassemblement national, et la jeunesse qui a du mal à accepter ce qui se passe ailleurs, et ce qui se passe notamment dans les grandes villes comme Bordeaux, dans lequel effectivement on se frotte les uns aux autres, on apprend à vivre en commun, et on apprend à partager, à dépasser nos particularités et aller plus loin. Donc, il faut bien avoir en tête que la jeunesse, c'est effectivement qu'un mot, c'est une période, mais c'est aussi une large diversité de situations et très souvent aussi des diversités de situations qu'il convient d'adresser. Et là, effectivement, les données datées avant le Covid, avant la crise du Covid, dites-vous bien qu'effectivement, le Covid a eu un effet d'amplification des inégalités, d'amplification de la précarité. Je pense notamment, y compris à la jeunesse étudiante, pas celle qui ressemble à ce qui se passait dans les films de Clapiche, mais celle qui, pour réussir des études, est obligée de bosser à mi-temps, voire parfois plus, et ne réussit pas à s'en tirer tout simplement parce que le Covid a beaucoup balayé. Voilà, j'ai essayé d'être synthétique. Merci Vincent. Je propose un premier ping-pong avec Nathalie Lanzi, si elle le souhaite, en tant qu'effectivement élue territoriale, mais également aussi responsable du Parti socialiste dans les Deux-Sèvres. Oui, merci. Oui, ben, je me retrouve complètement, en fait. Moi, ce qui me gêne, c'est effectivement ces jeunes qui n'adhèrent plus à ce qu'on peut faire pour eux et qui ne se rendent même pas compte des politiques qui sont dédiées à eux. Je pense aux services civiques, ils ne savent pas qui finance pas. La seule prise qu'on a eue finalement dans cette mandature, ça a été cette distribution qui, moi, m'attriste profondément, là, de paniers alimentaires. On en est quand même à 1500 dans le Lot-et-Garonne, 3000 en Gironde. Les Landes sont aussi, je dirais, dans les starting blocks. C'est-à-dire qu'on rencontre des jeunes qui viennent nous dire, diplômés et non diplômés, j'ai faim. C'est réellement ça. Et la semaine dernière, en plus, j'ai rencontré une jeune fille qui m'a dit c'est la région qui bloque mon dossier, donc je mea culpa, j'ai débloqué ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus aussi les codes pour s'adresser et pour savoir comment on peut les accompagner sur leur formation. Et c'est ce que j'appelle des jeunes invisibles. Et j'aime pas du tout ce mot, mais c'est un terme, je pense, Vincent me reprendra peut-être de sociologue, mais c'est des jeunes aussi qui sont diplômés, mais qui sont dans leur quotidien, qui effectivement rejettent ce que peuvent être les politiques parce qu'on a tendance peut-être à moins leur parler, et qui sont dans une dichotomie. Si on a essayé ça, on va essayer ça. Et moi, ce qui m'attriste, là, je prends ma casquette de prof d'histoire géo, c'est que quand même, c'est pas faute de la 6e à la 3e, en estimant qu'ils, pour certains, ils quittent la 3e, on leur parle des mouvements totalitaires, on leur parle de la démocratie, on leur parle des responsabilités de chacune des collectivités. On fait tous et toutes, contrairement à ce que certains peuvent penser dans ce gouvernement, les profs d'histoire géo de français, tout confondu, on fait vraiment un très gros travail. Et malheureusement, il y a eu l'affaire Samuel Paty qui a fait émerger justement le peu de considération qu'on a du monde enseignant, mais quelque part, on l'enseigne. Et pourquoi? C'est ce qui, moi, me perturbe. À partir de 15-16 ans, ils font voler ça en éclats. Ce qu'il compte, c'est au jour le jour. Il y a une volonté aussi de se dire, demain, je fais ça, après-demain, je ferai tel métier. C'est ce que me disent les jeunes, parce qu'on a organisé une conférence territoriale de la jeunesse. Nous, on peut être énarque, ces tendances, mais on peut avoir fait l'école de la magistrature et tout arrêter du jour au lendemain et partir en bateau. C'est des jeunes qui me l'ont dit en disant, voilà, finalement, c'est quoi notre modèle? Cette société ne nous correspond pas. Et pour les politiques, c'est profondément, nous, sur le terrain, déstabilisant. Et la grosse difficulté, c'est comment, moi c'est une question que je me pose tous les jours, comment on arrive à les convaincre de notre honnêteté intellectuelle, de notre capacité à agir, et cette capacité de vouloir défendre au-delà de ça une démocratie, un modèle social, en leur disant que si les collectivités sont là pour les accompagner, mais que la complexité, elle est comment je les retrouve, où est-ce que je vais les chercher? Parce que des centres socioculturels, je passe un temps monstre avec les centres socioculturels. Ils font un travail considérable de terrain, justement. J'ai rencontré un centre socioculturel dans les Deux-Sèvres qui fait du porte-à-porte, pour vous dire, justement, pour aller voir les jeunes, avec beaucoup chaque fois de doutes et des réponses qui sont très évasives. Donc, moi, je trouve que c'est très, très compliqué, en sachant qu'ils ont, je pense, des connaissances, mais que tout vole en éclats dès qu'ils ont 16-17 ans. Et dernière chose, je suis sidérée de voir des jeunes qui, à 18 ans, sont mis à la porte de leurs domiciles familiaux. Et j'en vois beaucoup.
qui viennent frapper à la porte de la région en disant voilà, il faut que je gagne en autonomie. Et je pense que Boris comprendra ce que je veux dire derrière, c'est-à-dire que oui, ma génération de mes parents, 81, parce que moi je suis génération Mitterrand et je le revendique, nos parents, même s'ils n'avaient pas beaucoup de moyens, ils se débrouillaient pour qu'on finisse nos études, ils nous permettaient d'avoir des petits boulots. Mais maintenant, on met à 18 ans les enfants dehors, quelles que soient les classes sociales. Et je dirais, c'est pas une. Voilà, et on les voit désemparés, sans revenus. Et la crise a accentué parce qu'ils arrivaient à avoir quelques petits boulots. Et c'est eux qu'on retrouve dans les files d'attente, à la fois au Crous et à la fois dans les missions locales ou dans les unions régionales des centres socioculturels. Merci. Merci Nathalie Lanzi. Sina Araghi. Alors, ce que j'entends dans votre prise de parole, Nathalie, c'est que la question qui ressort, c'est un peu pourquoi les jeunes n'y croient plus. Et je pense que, enfin, à mon sens en tout cas, ce qui fait la grosse différence avec peut-être les années 80 et aujourd'hui, c'est que dans les années 80, on supposait que la politique était, comment dire, on supposait la corruption, on supposait les connivences entre les banques, les entreprises, le pouvoir. Aujourd'hui, on en est sûr. Aujourd'hui, on sait, on a des informations, on a eu les Panama Papers, on a les fuites, on a Edward Snowden, on a des gens comme ça qui nous ont apporté une information très concrète sur des dysfonctionnements graves dans la démocratie. Et ce qui en a suivi n'était absolument pas à la hauteur du désastre qui était prouvé. Et je pense que ça, personnellement, je viens d'une famille quand même qui a une forte conscience politique, donc je me suis toujours renseigné et intéressé à la chose politique. Et, ces événements-là, ces successions d'événements-là, ont très fortement dégradé mon regard sur la force de la politique. Et par là, j'entends la grande politique, c'est-à-dire grande pas dans le sens de plus importante, mais c'est juste que le domaine politique dans lequel on rentre en tant que jeune lorsqu'on quitte le lycée, généralement le premier vote, c'est le vote pour le président, les présidentielles. Et le fait de se rendre compte qu'à ce niveau-là, les choses sont extrêmement, comment dire, en tout cas, on va dire que le fonctionnement démocratique sur ces niveaux-là n'est pas aussi fluide qu'on ne le pensait. Je pense que ça entache très fortement les convictions qu'on porte. Et donc, dans ce que vous dites, je pense que la première des crises à identifier, c'est une crise de confiance. Et lorsqu'on n'a pas confiance en un système, eh bien forcément, la première réaction, c'est de le quitter, c'est-à-dire de ne pas y participer. Et le fait peut-être de quitter les chemins démocratiques traditionnels, que sont le vote et l'implication dans la République, peut-être que l'une des raisons de ce départ, elle vient de là. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Boris Vallaud. Bon, Sina est un peu désenchanté là, mais on va essayer de lui remonter le moral. Moi, je ne suis pas évidemment tout jeune, mais pas tout vieux non plus. Mais je suis en fait un jeune en politique. C'est-à-dire que j'en ai été dans l'antichambre pendant plusieurs années, mais j'ai longtemps hésité avant de franchir le pas de me présenter à des élections. Et une part de mon hésitation était à la fois dans l'espèce de violence qu'il y a malgré tout dans la politique, même si c'est une violence qui est une violence symbolique pour l'essentiel. Et mon doute venait aussi d'un questionnement sur la capacité à changer les choses. Et c'est vrai que parfois, comme fonctionnaire, comme collaborateur d'élu jusqu'à la présidence de la République, j'ai eu bien souvent un sentiment d'impuissance. Et je pense que réenchanter la politique, ça passe d'abord par dire on a perdu le contrôle, on va le reprendre. Et en mettant suffisamment de force et suffisamment de conviction dans cet engagement-là. Moi, comme haut fonctionnaire, j'ai eu plus souvent des réponses aux questions que je posais pour m'expliquer pourquoi on ne pourrait pas le faire, plutôt que de réponses pour me dire comment on allait faire. Et comme parlementaire, je suis aussi obligé de constater l'espèce d'impuissance qui est la nôtre, qui est la mienne comme membre d'un parti de l'opposition, petit groupe parlementaire de 30 parlementaires, j'espère que ça ne va pas durer. Il y a des échéances qui vont venir et dont j'espère qu'elles changeront un peu la donne. Mais impuissance institutionnelle. Je veux dire, on est un petit parlement dans une grande démocratie. Et de temps en temps, quand on est interpellé et quand on dit « qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous ?», bien souvent, face au déséquilibre institutionnel et l'hyperpuissance de l'exécutif et du président de la République, face
eh ben et face à une forme de résignation, on a un sentiment d'impuissance. Et moi, si je me suis engagé en politique, c'est de dire on a perdu le contrôle, on va le reprendre. Il y a des connivences entre le monde politique et le monde économique. Il est surtout dans l'espèce de résignation et de passivité des hommes et des femmes politiques face au marché. Mais à la fin des fins, un État souverain, démocratique, il s'impose, c'est la puissance publique qui s'impose à la puissance privée. Et au fond, cette perte de confiance, je pense que c'est moins l'histoire de la corruption des élites, etc. C'est des multinationales qui se moquent des États comme jamais, c'est des grandes fortunes qui ne payent pas ce qu'elles devraient payer, c'est des richesses extrêmes qui cohabitent avec des pauvretés extrêmes, c'est des écarts de rémunération dans les entreprises totalement délirantes. Comment, après la crise qu'on vient de traverser, peut-on encore admettre que le patron d'une grande enseigne gagne 300 fois ce que gagne sa caissière? En réalité, on est à un moment où nous-mêmes politiques, si on veut qu'il y ait un lendemain politique, au bon sens du terme, il faut qu'on se pose la question de savoir avec quoi on veut rompre. Et ben moi, je dis, c'est avec une société perclue d'inégalités et qui, au fond, est devenue, des inégalités devenues si profondes que ça sape même ce qu'on pourrait appréhender comme notre commune humanité, et un monde devenu invivable du fait de la menace climatique. Et au fond, ces deux mamelles de l'engagement politique et de la bagarre politique, ce sont les deux mots d'ordre de la jeunesse, Vincent l'a dit un peu tout à l'heure, dans les grandes manifestations que l'on a vues. Est-ce qu'ils catégorisent ça en disant ce sont des combats de gauche, ce sont des combats de droite, ce sont des combats socialistes? Je ne suis pas sûr qu'ils le fassent, même si fondamentalement, je pense que ce sont des combats de gauche et des combats socialistes. Et que le marché s'accommode, disons que la crise climatique s'accommode assez mal du marché et de la confiance que d'aucuns pourraient lui faire. Donc voilà, moi, ce que je crois, c'est d'en redonner à la politique de la puissance et de la capacité à changer la vie, si je dois reprendre, pour faire plaisir à Nathalie Lanzi, une formule de campagne de François Mitterrand. Changer la vie, c'est quand même un sacré défi, mais c'est celui auquel on doit répondre quand on s'engage en politique. Juste petit aparté, que ce soit Vincent, Nathalie ou Sina, ils ont, et je le fais aussi, parlé de la jeunesse au pluriel. Et c'est vrai que la réalité est bien celle-là. Il y a des jeunesses qui n'ont pas de difficultés, qui ont d'ailleurs déjà un minimum jeunesse. C'est les moyens que les parents leur donnent. Mais il y a toutes celles et tous ceux qui n'ont pas ces moyens-là et qui, dans la crise, sont particulièrement visibles. Mais les travaux de Vincent et de ses collègues portent sur avant la crise. Ce qui me fait dire que non seulement c'est difficile d'être jeune, d'avoir 20 ans en 2020, comme le disait Emmanuel Macron, mais c'est toujours difficile d'avoir 20 ans. Et d'ailleurs, dans le regard que la nation porte sur cette jeunesse, il va falloir se départir d'un truisme ou d'une idée reçue qui est très largement partagée, qui est très infantilisante, moralisante. En réalité, on pense qu'on a abaissé à 18 ans l'âge de la majorité. Je pense qu'en réalité, on l'a reculé à 25 ans. En fait, pour beaucoup d'adultes, si je veux dire, donc je dis au-delà de 25 ans, il y a cette espèce d'idée que, au fond, les épreuves forment la jeunesse. Que la jeunesse, c'est un rite initiatique. Que si on doit en baver un peu pour trouver un boulot, en baver un peu pour poursuivre des études, pour trouver son premier logement, pour fonder une famille, eh ben, c'est pas mal finalement. Ça leur fait les pieds, ça leur forge le caractère. C'est évidemment pas du tout ma façon de voir les choses. Et moi, je crois que le préalable, on pourra y revenir, c'est l'émancipation. Et tout citoyen, une fois émancipé, est parfaitement conscient de ses devoirs. On n'a pas besoin de lui faire rentrer dans la tête à coups de pied dans les fesses. Il les accomplit parce que, comme disait Jaurès, voilà, je ne peux pas faire une réunion sans citer ou Jaurès ou Blum, enfin, selon. Tout homme émancipé choisit librement son chemin. Voilà. Mais il y a un préalable, c'est donner à chacun les moyens de sa subsistance. Merci Boris. Je suis persuadé que Nathalie Lanzi a envie de réagir. Alors, deux choses. La première, c'est ce que vient de dire Boris, mais finalement, quelle jeunesse voulons-nous forger dans notre société? En fait, quelle place et quelles sont les priorités de l'État par rapport à cette jeunesse? Parce que moi, ça m'interpelle. On va prendre, donc ça c'est une première question, c'est-à-dire à travers l'histoire, comment cette jeunesse s'est positionnée et quel État, la société lui a donné quelle place. Et comme l'a dit Boris, c'est faut que tu en baves un peu, il faut que tu connaisses un peu les choses de la vie, puis après tu verras, tu seras un grand. La première chose. La deuxième, c'est qu'on le voit dans la priorité par rapport à la vaccination. J'en reviens à mes élèves, ils me disent, mais madame,
Pourquoi nous, on ne nous vaccine pas? Parce que c'est nous qui passons quand même la Covid. Parce que je peux vous en citer à l'appel. Hein. Moi, je rentre dans des bains de Covid tous les jours dans ma classe. Et pourquoi on vaccine les anciens? Ils le disent, je le dis soft, d'accord? Donc, je leur dis, voilà. Ils me disent, ça veut dire qu'on n'est pas la priorité de l'État. C'est l'analyse de gamins de 15 ans quand même. Hein. Ce n'est pas la prof qui l'aura fait, c'est eux. Ça, c'est une première chose. Mais après tout, moi, je les laisse s'exprimer parce que quelque part, voilà, c'est une façon d'animer un débat et d'en faire SINA. La troisième chose, c'est-à-dire que la seule, à mon avis, chose qui peut sauver et accompagner notre jeunesse, c'est la notion d'engagement. Boris en a parlé, Vincent en parle. C'est-à-dire comment on s'engage. Moi, je leur dis, engagez-vous, quel que soit, engagez-vous dans la culture, dans l'humanitaire, dans le social, allez aider votre voisine. Et alors, je leur vends en disant, il y a Parcoursup derrière, en fait, c'est un leurre, hein, mais je leur dis, c'est bon pour le moral, c'est bon pour se construire, de s'engager et de faire des choses. Et c'est, à mon avis, c'est cette jeunesse dont nous voulons aussi. Et je crois que moi, c'est pour ça que je suis aussi engagée en politique et je finirai là-dessus. J'avais un prof d'histoire communiste à l'époque et comme je passais mon temps à râler, il m'a dit, écoute, t'es bien gentille, Nathalie Lanzy, mais au lieu de râler et de faire ta larve dans le canapé, je cite, eh bien, tu vas t'engager. Ah, ben je l'ai pris au mot. Et dans la classe, on s'est tous engagés. Et quand on fait des repas de conscrits, ça fait très anciens combattants, on a tous un engagement. Quel que soit, c'est associatif, c'est politique, et on débat. Eh bien, on doit une éternelle reconnaissance à ce prof qui nous a dit arrêtez de râler, si vous voulez changer le monde, vous y arriverez modestement, mais engagez-vous, c'est pas vous verrez du pays, mais vous comprendrez la difficulté de changer la société. Merci Nathalie. Vincent? Il y a plein de choses à dire. Hein. Le premier truc, effectivement, c'est pour revenir sur le désenchantement, et je pense que Boris et Nathalie, vous l'avez vécu aussi comme moi, c'est que quelque part, on a eu il y avait une politique où on voulait changer, on voulait des lendemains qui chantent, on voulait changer la vie, etc., etc. Et puis progressivement, il y a des formes de désillusion face à ce que font les responsables politiques, sur la possibilité effectivement de reprendre le contrôle, sur la possibilité de faire des changements. Alors après, c'était pas toujours irrémédiable. Hein. Moi, je me souviens du gouvernement Jospin. Le gouvernement Jospin, il y a eu la CMU, il y a eu la régularisation des sans-papiers, il y a eu les 35 heures, il y a eu énormément de choses. Et quand on y réfléchit, je ne pensais pas que ça serait peut-être le dernier gouvernement de gauche auquel je serais confronté avant un bon bout de temps. Ça, c'était juste une petite pique au passage. Mais en fait, derrière, il y a un vrai souci. C'est-à-dire que, en gros, quand les gens vont voter, ils veulent effectivement voter parce qu'ils pensent que ça fait quelque chose, que ça va faire un vrai changement. Et en face, effectivement, on est coincé d'un point de vue institutionnel. Boris le disait bien, mais je pense que Nathalie, vous y êtes confrontée aussi. Hein, dès lors que vous voulez agir, vous vous retrouvez dans une logique où c'est de plus en plus compliqué. Il y a une technostructure, il y a des experts, il y a des forces diverses et variées. Et donc, on se retrouve dans un système qui est de plus en plus centré sur des professionnels de la décision, de moins en moins sur des citoyens qui pourtant sont prêts à le faire. Et c'est ça le grand paradoxe, c'est vraisemblablement peut-être ce qui va changer, et la manière dont un chantier démocratique doit être mis en place, c'est qu'on n'a jamais eu des citoyens aussi diplômés. C'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Mais voilà, aujourd'hui, les citoyens n'ont jamais été autant en capacité de faire des choix, et de faire des choix sensés, de faire des choix sur lesquels, quand on donne les éléments, ils peuvent traiter l'information. Il n'y a jamais eu autant de capacité à s'informer. C'est-à-dire qu'on dit du mal des réseaux sociaux, on dit du mal de ce qui se passe sur Facebook, mais en même temps, c'est des stratégies d'auto-information incroyables. À portée de clic, on peut effectivement débattre, à portée de clic, on peut s'informer. Alors après, il faut être capable, et alors là, c'est le rôle de l'éducation nationale aussi, hein, il faut être capable d'aider les jeunes à choisir ce qu'est la bonne information. On est bien d'accord. Et donc, on n'a jamais eu des citoyens aussi diplômés, des citoyens aussi informés, et pourtant, on les laisse systématiquement en dehors du champ des décisions. On peut prendre l'exemple de la Convention citoyenne. La Convention citoyenne, ça a été plutôt une excellente initiative. Et donc, les politistes qui ont travaillé sur la question ont vu effectivement combien les conventionnels se sont emparés de leur mission et ont fait un travail remarquable. Qu'est-ce qui reste à la fin en termes de validation de leur travail? Quasiment rien. Et ça nous raconte énormément
de ce que c'est que les prises de décision aujourd'hui. Et donc, il y a un vrai travail de remise en question de la manière dont on prend des décisions en France, dans un système qui reste foncièrement gaullien et avec une logique de démocratie verticale qui n'est pas capable de dialoguer, qui n'est pas capable de créer quelque chose. Et donc, oui, les jeunes, ils s'engagent. Les jeunes, ils s'engagent, mais du coup, ils s'engagent dans l'immédiat. Ils s'engagent dans ce qui pensent pouvoir changer comme ça, là, tout de suite, immédiatement, parce que derrière, militer dans un parti, c'est trop compliqué, ça prendra trop de temps, et en plus, ça va créer trop de désillusions. Et alors même que ils sont prêts, effectivement, ils le font. Ils le font, et donc, il y a plein... Et un des trucs qui, moi, me désespère plus, c'est effectivement qu'on est aussi dans un système où, au final, tout se joue entre 18 et 20 ans. Nathalie, vous parliez de Parcoursup. Moi, je suis en train de faire le 2e algorithme de Sciences Po Bordeaux et je peux vous dire d'ores et déjà que le niveau de sélection est juste considérable, c'est horrible. On peut jouer à la marge pour ouvrir socialement, territorialement, mais on voit bien qu'il y a quelque chose de foncièrement injuste à ce que les carrières des jeunes se jouent entre 18 et 20 ans, soit parce qu'ils vont réussir un concours d'IEP pour les plus talentueux d'entre eux, ou ils vont aller dans des classes préparatoires, et à partir de là, s'ils réussissent, leur carrière est lancée. Et qu'est-ce qu'on fait de tous les autres? Qu'est-ce qu'on fait de cette possibilité de seconde chance? Et c'est là où d'autres pays ont donné beaucoup plus de choix à leur jeunesse. Je vous ai déjà cité l'Europe du Nord, mais bon, je le refais. L'Europe du Nord, c'est la possibilité, quand vous avez 18 berges, de partir travailler, ou alors de partir voyager, ou alors de faire de l'action associative, sans que ça obère vos chances de rentrer à l'université. Au contraire, vous avez un droit de tirage. Et en fait, on se retrouve dans cette situation où, en France, entre 18 et 20 ans, vous avez 50% des GUS qui sont à l'université. Au Danemark, c'est entre 23 et 24 ans. Et en fait, derrière, ça montre que ces jeunes ont acquis des expériences qui les ont marqués, savent ce qu'ils veulent faire, et surtout, on leur donne la chance de pouvoir faire leur propre choix. Et ce, tout en n'étant pas un frein ou en tout cas un poids pour leur famille, en étant libre de faire ces choix-là. Et c'est là où la question du revenu universel pour les jeunes redevient super important. C'est là où la question de la réorientation devient super importante. C'est là où la question des institutions de seconde chance devient importante. Je pense qu'un jeune qui a fait un service civique pendant 6 mois, il a peut-être beaucoup plus de choses à nous apporter dans un certain nombre d'institutions que des très très bons élèves, mais qui pour l'instant ne sont pas restés, sont restés uniquement dans le système scolaire. Et donc, bien sûr que la jeunesse, alors je reprends une ou deux des questions qui étaient sur le chat, bien sûr qu'il faut prendre en compte, quand on travaille sur les questions de jeunesse, il faut prendre en compte les inégalités de territoire, les inégalités d'origine, les inégalités sociales. Bien sûr, c'est tout ça qui doit être pris en compte. Et ça s'appelle d'ailleurs de l'intersectionnalité, et ce n'est pas un gros mot, c'est super important d'avoir ce type d'approche. Voilà. Merci Vincent. Sina, pour conclure cette première partie. Alors, je ne sais pas si je vais conclure, mais c'est vrai que je peux rebondir sur 2 choses qu'ont dit Nathalie et Boris. Boris, en fait, parlait du clivage gauche-droite, et est-ce que les jeunes avaient conscience que ça allait potentiellement plutôt être des mouvements de gauche qui pouvaient répondre à ces différentes crises qu'on traverse. Et Nathalie apportait, je pense, le début de la solution, qui est l'engagement pour le changement. Je ne pense pas à ce niveau-là que désenchanter veuille forcément dire désengagé. Je pense au contraire qu'il y a beaucoup d'engagement. Je l'ai vu dans le mouvement Rave for Climate, je l'ai vu dans le mouvement Culture for Liberty. Désolé qu'on a choisi des termes en anglais pour définir des mouvements qui étaient pourtant très français. Mais je pense que, d'ailleurs, le choix de ces terminologies en anglais ont montré comment peut-être que notre génération considère les enjeux à un niveau global plutôt qu'à un niveau forcément régional ou national. Et qu'en fait, on attaque un peu sur plusieurs plans, c'est-à-dire qu'on a des challenges, on va dire, mondiaux à gérer, et à côté de ça, on a des dynamiques très locales qui se mettent en place. Je le vois dans l'art, par exemple, où moi, à travers mon travail de directeur artistique, j'ai toujours défendu le terreau local artistique, et c'est en train de devenir la norme. Et la crise du Covid va amplifier ça, c'est-à-dire que c'est devenu plus difficile de se déplacer, ça va potentiellement l'être encore plus par la suite, pour des raisons notamment écologiques et économiques. Et donc, je pense que c'est une génération qui a dépassé le clivage gauche-droite et qui est plutôt sur un clivage global, local.
c'est quels impacts on peut avoir au niveau local et quels impacts on peut avoir au niveau global, et particulièrement des mouvements fédérateurs. Et c'est là où Internet a quelque part nourri en fait cette énergie et cette envie d'engagement. Donc l'engagement pour le changement, ouais, c'est complètement ça la solution. Et à ce niveau-là, je pense, enfin, en tout cas je le vois autour de moi, qu'il y a de l'engagement, et du fait d'une volonté de changement, mais qu'on ne va pas forcément rentrer dans les schémas que tu décrivais, Boris, et que tu décris avec beaucoup de justesse finalement, et beaucoup de transparence, puisque toi-même tu témoignes en fait de ce sentiment d'impuissance qui est hyper fort, et qui est souvent l'un des premiers freins. Et moi, je me rappelle d'un truc assez beau que mon père m'a dit et que j'ai toujours gardé. Quand les fois où j'avais un doute, les fois où j'étais un peu démoralisé et que j'avais pas envie de me battre, il me rappelait qu'en fait, c'était une responsabilité que de savoir et que de s'informer, et que c'est pas parce qu'on est parfois un peu dégoûté de la réalité et un peu bousculé qu'il faut forcément abandonner. Au contraire, c'est considérer que le fait d'avoir cette conscience politique est une force, et que et il ne faut pas se laisser abattre, et que le changement peut prendre beaucoup de temps. Et, euh, et c'est quelque chose que je retrouve dans ce que vous dites, Nathalie et Vincent, que voilà, c'est très progressif, et qu'il faut surtout pas abandonner en fait. Merci Sina. Je vais donner la parole à une de nos modératrices, Clémence, étudiante de sciences politiques, pour passer à la suite. Oui, bonjour à tous. Donc maintenant, après avoir entendu cette discussion qui était très nourrissante, je pense, pour tous, et qui a vraiment reflété un peu ce que nous, on pensait aussi en tant que jeunes. Enfin, notamment, Sina, enfin, ton discours, il a vachement fait écho à moi, ce que je ressentais aussi, on va dire, jeune de 21 ans. Et ce qui nous intéresserait, c'est d'avoir un petit peu, vous, votre ressenti à ceux qui sont autour de nous, ceux qui assistent à ce webinaire, pour savoir ce que vous aussi, vous pensez de ce rapport aujourd'hui qu'ont les jeunes et la nouvelle génération avec la politique. Et pour ce faire, donc, on vous propose de répondre à un court sondage. Donc, il n'y a que 4 questions. Voilà un petit peu sur votre rapport, vous, avec la politique. Donc, je vais mettre le lien dans le chat. Donc, n'hésitez pas voilà, à répondre tranquillement. Et moi, je vais aussi appeler à mes côtés Mathis Commer, voilà, qui va se révéler avec la caméra, qui lui aussi est jeune et engagé, et qui va vous raconter, enfin, plus précisément se décrire. Et donc, on va un petit peu, il va faire un petit peu le lien pour maintenant répondre aux questions qui sont dans le chat, qui ont été posées au fur et à mesure, et aux questions qui peuvent arriver. Voilà, essayer d'avoir un petit peu une interaction et son point de vue aussi, lui, on va dire que les jeunes se saisissent aussi du sujet. Oui, bonjour. Merci pour cette introduction. Moi, je m'appelle Mathis Commer, et je me considère comme jeune encore, évidemment. Et sur la question de l'engagement, ça m'a beaucoup parlé au niveau des jeunes qui s'engagent et de ce besoin de s'engager. Parce que moi, en fait, pendant mes études, j'ai pris la décision à un moment donné de faire une année de césure. C'était une décision assez compliquée, parce que ce n'était pas quelque chose qui était mis en avant par l'université. Moi, j'étais en master de droit à Bordeaux, et c'était vraiment pas quelque chose qui était mis en avant, en tout cas au niveau universitaire. Ça a été plus, par exemple, pour des gens qui sont en école de commerce. Et avec un ami, on a décidé de s'engager, mais au niveau européen, parce que c'était des questions qui nous intéressaient. Donc, c'était entre 2018 et 2019. Et nous, notre but, c'était de comprendre notre continent, parce qu'on étudiait le droit européen, les institutions, mais on ne connaissait pas vraiment notre continent. On savait juste la partie institutionnelle, la partie politique, mais qu'est-ce qu'on mettait derrière? Puisque derrière l'Union européenne, il y a des habitants, il y a des pays qu'on ne connaissait pas. On connaissait un peu l'Espagne, l'Angleterre, où on avait visité. Donc, on a décidé de prendre un an avec notre propre argent pour partir, pour aller rencontrer les gens, et puis vraiment pour se forger un avis nous-mêmes, aller au-delà de ce qu'on pouvait voir sur les réseaux sociaux ou à la télé, des stéréotypes qu'on avait. Et on a pris ce risque-là pendant un an de partir à la découverte des habitants. On a rencontré des habitants de tous milieux sociaux, de tout âge. Et à la suite de ça, pendant 6 mois, donc on a voyagé. À la suite de ça, on a écrit un livre, et ensuite on est allé partager notre expérience dans des collèges, dans des lycées, mais aussi dans des petits villages des Deux-Sèvres, de la Vienne, mais aussi à Paris, à Bruxelles. Et donc, cette question de l'engagement, ça résonne beaucoup pour moi, parce que ensuite, quand on a été voir des jeunes qui étaient dans des collèges et qu'on leur disait, bah, nous, vous voyez, on a fait une pause dans nos études pour faire quelque chose de concret, quelque chose que personne ne nous a encouragé à faire,
ben, il y avait beaucoup de jeunes qui étaient là, ah, mais vous avez fait ça, mais c'est risqué quand même, ça va faire une pause dans dans nos études. Ensuite, nos parents ne vont pas forcément être derrière nous pousser à faire cela. Et surtout, c'était dans les petits collèges de campagne où les jeunes avaient peur, faire, ah, mais moi, je ne parle pas très bien anglais, qu'est-ce que je pourrais faire comme ça? C'est assez compliqué. Et donc, c'est vrai qu'à ce niveau-là, il y a vraiment un manque de confiance des jeunes parce que d'une part, ce genre d'initiative n'est pas mise en avant, vraiment de s'engager et de sortir du cadre vraiment institutionnel et de la voie qui est censée être toute tracée, collège, lycée, université ou une autre formation supérieure, puis ensuite trouver un travail. Donc, à ce niveau-là, oui, c'est vrai que il serait bien qu'à l'avenir, ce genre d'initiative, au niveau européen, au niveau local, enfin, ça peut prendre diverses formes, elles soient mises en avant, elles soient vraiment, on fasse la promotion de ce genre de choses, parce que c'est vrai que nous, pendant un an, on a appris tellement de choses, des choses qu'on n'aurait jamais appris à travers des livres, à travers l'université. Donc, c'était cette expérience de terrain aussi que je pense qui est très importante pour les jeunes. Donc, je ne sais pas maintenant si tu veux revenir sur le questionnaire, si tu as les réponses ou mettre les réponses. Mais en tout cas, tous vos commentaires à vous quatre ont résonné avec mon parcours et je pense avec, avec beaucoup d'autres jeunes. Ouais, là, on commence à avoir quelques réponses, donc c'est pas mal, on va dire. On va pouvoir un petit peu, ben, les décrypter. En fait, si ça vous va, je vais les, partager mon écran pour voir un petit peu, on va dire les résultats globaux, ce qui ressort et je vous laisserai la parole. Donc là, on a 15 réponses pour l'instant, donc ça augmente au fur et à mesure. Je vous laisserai la parole pour pouvoir un petit peu donner vos opinions, en tant que décrypter un petit peu ce que ces résultats traduisent, si justement, bah, ça fait complètement écho au discours qu'on a eu là à travers nos échanges ou pas. Enfin, voilà, donc je vais partager mon écran pour montrer tout ça. Normalement, là, ça devrait s'afficher, j'espère. Donc là, je vous laisse la parole, hein, allez-y, Vincent Tibéri, si vous voulez prendre la parole ou autre, voilà. Bah, on voit cet engagement en fait. Ouais. C'est nettement non. Neutre, plutôt oui. Donc plutôt, si on prend plutôt oui et complètement, on est déjà à 60%, donc la grande majorité. Et donc je pense, après, j'ai quand même l'impression que l'envie de faire changer les choses, c'est un peu le propre de la jeunesse. Ce qui fait la différence, c'est quels outils et quels moyens en fait on met en œuvre par rapport à ça. Et peut-être aussi quel temps. Parce que parfois c'est des choses très concrètes. C'est aussi des lieux, c'est des espaces. Je voyais dans le chat quelqu'un qui parlait aussi d'espaces, de lieux de parole. Je sais qu'un des sujets qui nous préoccupe un peu dans la scène électronique ces derniers temps, c'est la disparition des squats, qui pour plein de raisons vont être amenés à disparaître, la pression immobilière qui est très forte, aussi les lieux, puisque la plupart des squats qui existaient, on va dire légalement, avaient lieu dans des espaces qui appartiennent à l'État, et que l'État lui-même se désengage de l'espace public, et que le squat, ça a toujours été un de ces endroits où on peut faire politique, en fait, où on peut s'impliquer, s'engager, rencontrer. Les squats hébergeaient des associations, pouvaient faire naître aussi des idées et des projets très concrets d'action politique, qu'elles soient au niveau local ou national. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi peut-être besoin d'avoir des lieux, des espaces pour que l'engagement politique des jeunes puisse se manifester concrètement. Et on voit que sur les réseaux sociaux, quand même la politique, surtout ces 4-5 dernières années, je pense, a pris une très grosse place du débat, même en termes de contenu, en termes de partage. Ça a d'ailleurs inquiété Facebook, puisque Facebook, il y a 2 ans, a fait changer complètement son algorithme, à ma connaissance, à la demande même de gouvernements, en particulier américains et européens, qui en fait voyaient une menace finalement entre l'utilisation des réseaux sociaux
par une grande partie de ses utilisateurs pour faire passer des idées politiques, et aussi l'apparition en parallèle des fake news. Mais on voit que dès qu'un outil très concret, démocratique est donné au public, aux citoyens, l'engagement devient beaucoup plus concret et devient beaucoup plus vivant aussi. Et peut-être que c'est ça aussi, cette transition qui est important d'effectuer, c'est que de ne plus limiter, je pense que c'est Vincent qui disait ça, c'était d'avoir un format, il y a une envie d'avoir un moyen plus direct de participer à la démocratie. Et pour reprendre ton exemple, Vincent, la Convention citoyenne, ça a montré que l'idée est super, mais le résultat n'est pas forcément là. Moi, je pense aussi que ceux qui ont répondu, c'est ceux aussi qui ont un certain un niveau d'études. Parce que je pense que la première des choses, et ça certains maires le font, mais d'autres l'ont oublié, c'est en zone rurale, je crois qu'il est important de donner la parole aux jeunes. Et moi, souvent le dimanche, je vais dans des MFR qui organisent des débats avec les jeunes des maisons familiales et rurales. Et la dernière fois, il y en a un qui me dit, vous êtes déplacé un dimanche? Je dis, oui, oui, quel est le problème? Pour écouter la parole des jeunes, je dis, c'est important, on ne peut pas faire de politique. Et en fait, j'ai gagné en crédibilité, pas parce que je les ai écoutés, mais parce que j'y étais, mais sans démagogie aucune. C'est-à-dire qu'on leur a laissé un espace de parole. Et je crois que c'est aux mairies des petites communes de donner cet espace de parole et de faire parler ceux qui n'ont pas l'habitude de prendre la parole. Parce qu'elle est toujours phagocytée par des grands leaders charismatiques, excusez-moi ce terme-là. Il y a toujours des très bons qui ont l'habitude, parce qu'à la maison, ils ont cette habitude-là, cette prise de parole. Et puis les plus timides, ils disent « Ah ben non, mais il l'a dit pour moi. » Mais non, la parole de chacun est valable. Et c'est pour ça aussi qu'ils se désintéressent du vote et qu'ils voient ça comme un droit et pas un devoir. Parce qu'effectivement, je pense qu'on ne leur donne pas assez la parole, et la nouvelle génération de maires, je vois, font des conseils, j'allais dire des mini-conseils, pas de classe, j'allais dire, mais des mini-conseils municipaux pour leur donner la parole, mais avec déjà des trucs tout prêts. Et on leur laisse pas, on ne libère pas la parole. Moi, je suis allée assister à 2, j'ai dit, mais vous êtes rigolo, vous êtes en train de faire valider votre politique jeunesse. Ah bah oui, est-ce que tu veux un city park? Bien sûr qu'ils veulent un city park. Mais en fait, c'était pas ça au départ. Ils étaient venus en disant, mais moi, je veux un espace de parole, on veut une salle à nous. Ah bah non, mais parce que vous allez tout casser. Allez hop, une nouvelle image jeune. Donc voilà, je me mets un peu en colère parce que je pense aussi qu'on ne fait plus confiance, y compris sur nos territoires ruraux. Du coup, ils ne se déplacent plus, ils ne font plus rien. Juste peut-être pour réagir sur le témoignage de Mathis sur le voyage à l'étranger. Et l'exemple que donnait Vincent, notamment de la Suède, où effectivement, tous les jeunes ont droit à un an à l'étranger, durant lequel, effectivement, ils peuvent faire des études, ils peuvent aller travailler à l'étranger. Tout ça est évidemment une ouverture sur le monde absolument considérable. Et de ce point de vue-là, Erasmus est, je crois, une des belles réalisations de l'Europe. Avec évidemment ses limites, c'est que c'est quand même très socialement déterminé. Les enfants de CSP y vont, les enfants d'ouvriers y vont moins. Donc il faut mieux aider les catégories qui en ont le plus besoin à partir. De la même manière, il y a l'Erasmus des apprentis, qui est une belle idée, justement, en se disant finalement, on peut avoir envie d'aller poursuivre son apprentissage à l'étranger, poursuivre ses études sans être à l'université. Ça décolle pas bien, et là, il faut mettre aussi le turbo parce que c'est une belle initiative. Mais ce que je voudrais dire, parce que j'en ai été le témoin dans les Landes, c'est que bien sûr, partir à l'étranger, c'est une ouverture sur le monde, mais parfois partir juste dans la région voisine, c'est une ouverture sur le monde. Dans les Landes, je vois presque la fracture. Alors, ça ne se voit pas quand on se retrouve, tout le monde se retrouve le week-end dans les fêtes ou dans les férias, etc., etc. Mais il y a quand même une fracture qui se dessine subrepticement entre ceux qui sont allés faire des études à Bordeaux, à Toulouse ou à Pau, et ceux qui n'ont même pas quitté le département. Voilà. Et qui d'ailleurs cultivent un peu par défaut cette espèce de localisme un peu militant qui les amène parfois à voter Jean Lassalle, parce qu'au fond, il est une incarnation politique très locale dans le sud-ouest. Et ce qui me fait dire que cette mobilité de la jeunesse, c'est une mobilité long courrier, mais c'est aussi une mobilité, j'allais dire, de courte distance. Donner la possibilité à tous les jeunes landais d'avoir un stage, une expérience professionnelle dans un département voisin, dans une ville, moi, me paraît déjà une ouverture sur le monde qui est absolument fondamentale.
Deuxième considération, c'est sur celle de l'engagement. L'engagement, il est effectivement protéiforme et la politique, y compris pour faire de la politique, n'est pas le seul mode d'engagement. Moi-même, régulièrement, je me pose la question de savoir si pour m'engager politiquement, la meilleure des façons de faire, c'est d'être député ou est-ce que c'est être un universitaire qui, par les idées qu'il porte, peut aussi amener à nourrir le débat public. Si, quand même, Vincent est modeste, mais ça compte quand même, le travail de production intellectuelle. Ou est-ce qu'être à la tête d'une ONG, ce n'est pas plus efficace? Il y a tout ça dans ce questionnement. Et j'ai vu dans les Landes, et Nathalie connaît bien le projet, un projet qui s'appelle le Youth Festival, qui était au départ la réunion de quelques jeunes qui voulaient s'interroger sur l'évolution du monde, se projeter dans l'avenir, mettre sur la table un certain nombre des problèmes auxquels ils étaient confrontés. Il y avait notamment les questions de mobilité, les questions environnementales, etc. etc. Et quand ils sont venus m'en parler, qu'ils ont commencé à me dire quels étaient leurs projets, j'aurais dit, mais pourquoi vous ne rêvez pas en plus grand? Ils voulaient faire des débats, mais ils étaient finalement sur la mobilité entre Dax et Mont-de-Marsan. Je dis, mais projetez-vous, c'est bien plus que ça la question de la mobilité. Ils voulaient organiser un petit concert. Mais je leur dis, mais posez-vous la question, pourquoi vous ne feriez pas venir quelques têtes d'affiche ou quelques intervenants dans les débats, dans les formes innovantes, des jeunes qui sont engagés dans des ONG environnementales, etc. Ils ont fait une première session qui a réuni 10 000 personnes, que Nathalie a beaucoup accompagné et beaucoup aidé, c'est vrai, hein, Nathalie. Et en fait, au début, ils me disaient, mais en fait, ce n'est pas pour nous. Sous-entendu, ce n'est pas pour nous les ruraux, c'est un truc pour les grands, quoi. Et bon, et j'allais dire, la question de la confiance en soi pour s'engager, pour se projeter dans l'avenir, évidemment, elle est non seulement socialement déterminée, mais elle est territorialement déterminée. Et moi, comme parlementaire d'un département hyper rural, je dis, s'agissant des services publics, s'agissant de la culture, j'ai franchement exigé le meilleur. Exigez le meilleur. Vous devez même être plus exigeant que les hyper urbains parce que vous avez beaucoup moins. Donc, battez-vous pour cela. Et dernière chose, après, je cède la parole aux autres parce que c'est trop long. L'engagement, il est antinomique avec la contrainte. L'engagement est par définition volontaire. Et c'est la raison pour laquelle moi, je suis très hostile à la question du service civique obligatoire. Parce que c'est pour moi l'antithèse de l'engagement. Comment est venue cette idée? Je l'ai vue et je l'ai vue de près et j'allais dire par conjointe interposée. C'est qu'au moment où il y a eu, vous vous souvenez, les premiers attentats, qu'il y a eu une minute de silence qui a été perturbée. Et c'est vrai que c'est un problème que ça ait été perturbé et qu'il y a des questions à se poser. Mais enfin, je pense que dans beaucoup de communautés humaines, si on avait dû organiser des minutes de silence, parmi les adultes aussi, il y aurait eu sans doute des choses que nous aurions réprouvées sur le plan de l'idéal républicain. Mais la première des réactions, c'était finalement une réaction qui consistait à se dire « Oula, mais cette jeunesse, c'est une classe dangereuse. » Des classes laborieuses, classes dangereuses. Il y avait cette défiance vis-à-vis de la jeunesse. Et on a vu, là, le concours Lépine se mettre en œuvre, où il fallait mettre la jeunesse sous les drapeaux, la caporaliser. Et on a confondu ce qu'était l'éducation populaire et ce qu'était l'instruction militaire. Et le gouvernement, il n'est pas dans l'éducation populaire, il est dans l'instruction militaire, il est finalement dans une sorte de mini-colonie de vacances. On va essayer de récupérer la somme de nos renoncements avant, et notamment la mixité sociale à l'école, la mobilité sociale, etc., etc. Voilà, donc voilà pourquoi je suis très plus que réservé, vous l'avez compris, sur ce service civique tel qu'il est envisagé par le gouvernement. D'ailleurs, Boris, c'est le service national universel, c'est pas le service civique. Le service civique, plutôt bien. Ça fait oui, excuse-moi, tu as raison. C'est fondé sur le volontariat des gens, tout ça quand même. Donc c'est plus cool. Non, mais je ne peux que partager ce que Boris a dit. Enfin, peut-être parce que lui et moi, on a fait partie des dernières cohortes qui ont. Moi, j'ai pas pu faire mon service militaire. Moi non plus. Ils m'ont dispensé, j'étais aveugle. Mais effectivement, on n'a pas oublié ce que c'était que la caporalisation. Et effectivement, quand on voit ce qu'en disait Gabriel Attal, quand on voit le dispositif du salut au drapeau, etc., enfin, c'est très, très bizarre. C'est très bizarre. Ça peut être totalement différent, l'engagement de la jeunesse. Ça peut prendre des formes totalement différentes que porter un uniforme moche de surcroît et saluer un drapeau ou juste chanter la Marseillaise sans résoudre la question des discriminations. Moi, ça me pose un souci.
C'est-à-dire que obliger les gens à accepter les symboles de la République, mais ne pas accepter qu'ils la contestent quand elle n'est pas au rendez-vous, moi, ça me pose un souci. Et effectivement, la question des minutes de silence, quand on regarde les travaux sociologiques qui ont été faits, notamment dans les écoles, mais quand vous imposez une minute de silence dans des collèges, quand vous imposez une minute de silence dans des écoles primaires sans expliquer ce que c'est, sans prendre en compte la sensibilité que peuvent avoir des gamins qui viennent d'ailleurs, qui n'ont pas forcément la même religion, qui ont besoin de comprendre et de discuter, c'est un vrai souci. Et on voit bien que derrière, effectivement, il y a une forme d'incompréhension de ce que sont les jeunesses, y compris dans leur attitude face aux autres religions. Il faut quand même bien voir qu'aujourd'hui, les jeunes, ils ont, pour la très grande majorité d'entre eux, il n'y a pas de religion. Et donc, quand l'IFOP fait, il y a 2 semaines, un sondage sur les signes religieux au lycée et que c'est interprété comme « regardez, les jeunes n'ont pas de soucis avec le voile, ça veut dire qu'ils ne comprennent rien à la laïcité », non. C'est que derrière, pour eux, il y a une vraie volonté aussi d'accepter la différence. En gros, le voile n'est pas forcément quelque chose qui est vu comme un signe d'oppression des femmes, mais c'est parfois vu comme simplement l'envie pour quelqu'un d'exprimer son identité, et ce n'est pas forcément quelque chose de négatif. Ce qui est troublant, c'est que ça soit vu comme négatif tout le temps. Et ça, voilà. Et donc, derrière, ça montre qu'il y a effectivement un prisme. La jeunesse, c'est dangereux, y compris dans sa diversité. Et donc ça, c'est quelque chose de très troublant. Et se remettre à la hauteur des jeunes pour mieux comprendre ce que peut impliquer ce type de discours, je pense que ce n'est pas des demandes religieuses de la part de ceux qui disent que le voile, ce n'est pas un souci. Non, non. Et même, je pense que sérieusement, si on était dans une logique où la communauté musulmane voulait imposer ses manières d'être au reste de la jeunesse, ça se passerait très mal. Mais c'est une espèce d'acceptation du fait qu'il y a des gens qui viennent d'endroits différents, qui ont des valeurs différentes, et qu'après tout, ce n'est pas forcément un mal. Et donc ça, c'est un vrai enjeu, parce qu'on ne réussit pas à avoir tout simplement cette réflexion sur ça. Pour revenir sur la question de Nathalie et des jeunes, mais je suis tout à fait d'accord. C'est que penser que les jeunes veulent juste un city-stade ou un terrain de foot même, parce que le city-stade, c'est encore mieux, mais le terrain de foot, déjà, c'est genré. En gros, qu'est-ce qu'on fait des jeunes filles dans les zones urbaines, enfin dans les zones rurales? Elles disparaissent parce qu'elles ne jouent pas au foot, enfin peut-être de plus en plus, mais pas assez. Donc on pense plutôt aux jeunes hommes qu'il faut occuper. Ensuite, du coup, on leur impose effectivement un agenda qui est quand même particulièrement… en gros, t'es jeune, tu as besoin de te défouler, point barre, donc on ne va pas aller beaucoup plus loin. Allez, éventuellement, tu peux avoir un skatepark. Ça, c'est bien, le skatepark aussi. Ça fait urbain. Mais ça ne va pas non plus. Effectivement, derrière, on ne fait pas confiance à ce que souhaitent ces jeunes, y compris ces jeunes locaux. Et je suis tout à fait d'accord avec vous, Nathalie. Si on n'y fait pas gaffe, on n'entend que les grandes gueules. Mais on n'entend que les grandes gueules aussi dans les dispositifs participatifs. C'est-à-dire qu'on entendra les profs d'université qui vont dans les réunions de quartier. C'est vachement facile, on est super bon, on est capable de tenir un crachoir pendant à peu près 15 minutes sans aucun souci. Mais ça ne va pas. Et donc, effectivement, derrière, il y a une vraie… on doit avoir une vraie volonté d'aller chercher les jeunes, tous les jeunes, mais aussi tous les citoyens, quels que soient, et, enfin, justement, même d'aller chercher ceux qui ne viennent pas. C'est-à-dire les peu diplômés, les femmes des quartiers, on ne les voit pas, elles sont obligées de s'occuper des enfants avec des horaires atypiques et c'est juste une horreur. Et il faut s'adapter à ces questions-là d'inégalité. Et donc derrière, effectivement, c'est recréer de la démocratie participative, c'est déjà partir du principe qu'il y a des inégalités entre jeunes, il y a des inégalités entre citoyens, et donc les aider les uns et les autres à pouvoir construire leur volonté d'agir. Alors après, ça peut aboutir à des réunions… en non-mixité sociale, ça c'est compliqué, mais il n'empêche que si vous laissez si vous laissez ces citoyens face à des profs d'université, ils perdent, sauf si on lui ferme la gueule du prof d'université. Donc je le fais moi-même. Et je pense à Sina parce que Sina, je n'ai pas oublié la culture. Parce que j'ai parlé du terrain de City Park et du ping-pong, généralement en dur, tu vois, qui a 45 ans, et on oublie la culture. C'est-à-dire que donner une salle à des jeunes pour aller faire de la musique, composer, on leur met le matériel, mais ça serait une société idéale, parce que finalement, en milieu rural, hein, j'entends bien. Mais je crois que cette création, ça peut être de la peinture, mais c'est pas grave. Exprimez-vous, parce que et c'est ce qui donne la réponse que moi j'entends des jeunes en milieu rural, c'est de toute façon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il n'y a rien pour nous ici. Nos futurs,
Donc, nos futurs professionnels, nos futurs culturels et sportifs. Et je suis toujours d'une nature très optimiste. Damien me connaît, Boris aussi. Donc, moi, je crois toujours dans ce que je fais. Mais c'est vrai que des fois, je suis dépitée en disant, mais qu'est-ce qu'on peut mettre? Donc, on a créé des règlements d'intervention, hein, d'initiative jeunesse, éducative jeunesse, mais d'initiative. Et on voit arriver, et justement, le Festival des Landes en fait partie, on voit émerger des vrais projets culturels, des vraies esthétiques, où j'ai l'impression de me retrouver dans ma MJC quand j'étais jeune. Donc ça ne me rajeunit pas vraiment, mais voilà. Mais où on me laissait cette éducation populaire qu'on a perdue aussi. Ouais, c'est ça, en fait, tout à l'heure, tu parlais de validité de la parole des jeunes, et l'art, c'est un des vecteurs d'expression de cette validité. C'est-à-dire que donner aux jeunes la possibilité leur parole, qu'elle soit politique ou plus personnelle, qu'elle soit liée à leur identité ou à leurs émotions, à leur vécu à travers l'art, c'est déjà une manière en fait de valider leur parole. Mais en France, la sensation que moi j'ai eue, c'est que c'est toujours assez difficile. Tu parlais tout à l'heure des skateparks. Les skateparks, c'est aujourd'hui qu'on en construit, alors que c'est une culture qui a 50 ans. Et ça a mis énormément de temps. Et pour moi, ce que je me souviens quand je voulais faire du skate, ou des copains qui voulaient faire du skate, c'est que la mairie, ce qu'elle faisait plutôt, c'était de mettre des petits bouts de métal sur les bancs pour qu'on puisse pas les skater. Aujourd'hui, je vis la même chose, je vis le même genre de répression avec la culture techno. Je le vois aussi avec les motos, par exemple. Il y a une arrivée de la culture motocross en France qui pourrait être en fait un super truc à la fois culturel, économique, comme l'a été le tuning à un moment donné, parce que le tuning, c'est une invention européenne, mais c'est une économie américaine. Parce qu'en fait, les endroits où on avait une culture de la voiture, de la transformation de la voiture, eh ben, il y a eu une culture déjà du jugement, et puis il y a aussi une culture répressive, législative, qui a empêché cette culture d'exister dans le réel, c'est-à-dire c'était interdit de modifier les voitures, c'était interdit de les faire rouler, et donc en fait cette culture et l'économie qui était autour et l'expression qui était autour ont déménagé en fait dans d'autres pays, dans d'autres endroits qui étaient plus libres, en particulier les États-Unis. Et donc, en effet, cette réflexion de savoir saisir une création quand elle est jeune et qu'en effet, elle est parfois peut-être un peu fougueuse, etc., mais lui laisser un espace d'expression, c'est hyper important, parce que de là va naître déjà je pense qu'on se sent plus intégré dans la société quand on arrive à exprimer ce qu'on désire et ce dont on rêve. Mais ça devient aussi un vecteur même de professionnalisation, parce qu'après, c'est des gens qui se passionnent pour un truc et ça devient leur job. Et en fait, ça évite de réfléchir en matière de intégration, professionnalisation. Les choses vont se faire plus automatiquement. Voilà, dans la région Nouvelle-Aquitaine, par exemple, il y a le surf. Le surf, c'est une culture hyper importante qui aujourd'hui fait travailler plein de gens. Et ben, Il y a plus de 50 ans, un sport qui a plus de 50 ans aussi. Hein. Exactement, ça a une cinquantaine d'années. Les premiers tontons surfeurs, ils sont arrivés dans les années 60. Et c'est une chance qu'à cette époque, genre je ne sais pas comment ça se passait dans les années 60, mais quand même aujourd'hui, c'est une discipline qui jouit d'une super image, proche de la nature, de la défense des littoraux, etc. Bah, peut-être qu'à leur époque, eux aussi, ils ont été malmenés. Je sais pas, c'est vraiment une supposition là, mais peut-être qu'ils ont été malmenés par les locaux qui voyaient quelque chose d'un peu perché et pas forcément hyper... en lien avec la culture locale, et bien voilà, 50 ans après, ça donne toute une discipline, un art de vivre, une économie, des métiers, et la même chose pourrait se passer aujourd'hui avec de nouvelles disciplines. Et en effet, la nécessité de l'espace, est hyper importante. Ouais. Mathis, Clémence? Alors nous, c'était super intéressant en tout cas tous les échanges. Là, je pense que vous avez en soi répondu à pas mal de questions qui étaient au fur et à mesure posées dans le chat, que ce soit voilà, que la crise, comme tu disais, c'est des choses qui sont longues, et voilà, la jeunesse qui ne se sent pas écoutée, c'est des choses qui ont été abordées dans le chat, et même des ressentis qu'on a eu des commentaires, notamment sur Facebook, vraiment le sentiment d'être déconnecté des politiques. Donc peut-être... Là, je ne sais pas si vous voulez, il y a quelques questions auxquelles vous souhaitez répondre en particulier. Il y a eu donc une question notamment sur la mobilité et l'Erasmus, qui est assez longue, mais assez intéressante, d'un ressenti en fait de quelqu'un qui raconte un petit peu son expérience. Voilà, le fait de mettre en place des possibilités de mobilité ne suffit pas. Pourquoi ne pas créer des vrais dialogues avec les jeunes?
Ouais. Moi, j'aimerais bien répondre à cette question en citant finalement Nathalie, en disant le changement par l'engagement. C'est-à-dire que parfois les dispositifs en place ne sont pas suffisants, ils sont imparfaits. Genre, rien n'est parfait en fait, mais rien ne nous empêche aujourd'hui de faire un peu comme a fait Mathis et de faire son propre projet. Ça peut être avec les sous mis de côté, ça peut être aussi en faisant un Kickstarter. Je trouve qu'on a quand même des outils assez cool aujourd'hui pour pouvoir développer nos propres idées et les financer, les développer. Je trouve qu'on a, tu disais tout à l'heure, Vincent, que chaque génération est un peu plus éduquée, etc. Et en particularité, je trouve que la chance qu'on a aujourd'hui, c'est que des notions comme le développement personnel ou la gestion de projet sont beaucoup plus grand public qu'elles ne l'étaient il y a 25 ans ou encore 50, et que c'est plus facile pour notre génération de se projeter dans un projet, dans un esprit DIY, do it yourself, fais-le toi-même, et de ne pas forcément passer par comment dire, des cursus ou des dispositifs gérés par des institutions étatiques ou associatives, et être sur des formats beaucoup plus indépendants et autogérés finalement. Et c'est là aussi où, pour reprendre un peu la culture squat et la culture un peu techno, je trouve qu'elle a quelque chose d'intéressant à apporter, c'est que cette idée d'autogestion, elle est hyper formatrice pour les jeunes qui y adhèrent, parce qu'elle nous permet de nous rappeler que on peut, avec nos propres moyens, notre propre engagement et surtout l'énergie commune qu'on peut mettre derrière une idée, développer, créer des choses sans passer par des circuits traditionnels. Et c'est là où toute la notion d'alternative prend sa force. En veillant à ce que ce ne soit pas le do it yourself, un slogan ultra-libéral, démerde-toi. Hein, Ah. parce qu'il y a quand même l'idée d'un accomplissement et d'une cause qui soit commune et d'une émancipation qui soit collective. Il faut bien se garder que l'aspiration à l'émancipation individuelle ne soit pas le meilleur ennemi de l'émancipation collective, quoi. Et donc il faut trouver évidemment l'engagement, mais dans des cadres collectifs. Les cadres d'autogestion sont des cadres collectifs, hein, ou en tout cas peuvent l'être. Mais il faut toujours faire attention avec ces discours-là, parce que la réalité, c'est que dans le débrouille-toi toi-même, c'est quand même toujours les mêmes qui arrivent à se débrouiller, quoi. Voilà. Et moi, je sais que je rencontre aussi beaucoup de jeunes dont l'horizon est borné par la fin de la journée ou la fin de la semaine, parce qu'ils n'ont pas de boulot, parce qu'ils n'ont pas de famille, vous savez, des Daniel Blake, je ne sais pas si vous avez vu le film de Ken Loach, mais des gens qui sont en proie avec un golem administratif auquel ils ne comprennent rien, et donc ils n'ont pas de prise sur leur propre vie. Il y en a beaucoup, moi dans ma permanence, j'en reçois beaucoup. Donc la réalité est aussi celle-là, et sans doute que moi, mon prisme politique est plutôt de regarder vers ceux qui n'ont pas cette faculté ou cette facilité, qui est au fond un privilège, hein, pas forcément un privilège de la naissance, mais de son caractère, de sa façon d'être. Il y a beaucoup de gens qui ont quand même besoin de dispositifs collectifs, de l'État, de la solidarité nationale, de l'éducation nationale, d'Erasmus, etc., et qui ne vont pas construire leur rêve américain tout seul. Voilà, c'est une petite alerte. Je suis aussi, parce que les paniers alimentaires qu'on a mis en place, en fait, on n'y avait pas pensé avant, parce qu'on l'avait fait pour les étudiants. Moi, un jour, j'ai dit au président Rousset, d'accord, il y a les étudiants, et les autres, ceux qui sont nulle part, qui ne sont pas forcément en formation. Ah oui, et il y en a beaucoup. Et ceux qui viennent chercher les paniers, il y a certes les étudiants, donc je me mets à leur place, c'est terrible pour eux, mais qu'il y a ceux sur le territoire qui disent « Mais madame, j'ai même pas de voiture, je fais comment ?» Donc on a fait faire mettre des procurations même, pour que leurs amis, avec une photocopie, parce qu'on s'est dit « Ah ben ils pourraient me dire voler les paniers alimentaires. » Non mais voyez où on en est, quoi. Et tant pis, ils en volent un, ils en prennent un, et alors, qu'est-ce que ça fait? On en distribue 33 000, donc je pense qu'on a de la marge. Donc oui, il y a eu des procurations, mais il y avait cette mobilité. Conclusion, les référents qui sont sur le territoire, ils prennent leur propre voiture, voilà, pour aguerrer dans les Landes, partout. Ils disent, de toute façon, ces jeunes, comme ils ne peuvent pas venir à nous, on va aller vers eux. Et c'est une façon de les accrocher pour mener à bien, pour leur dire, tu en es où, tu veux faire quoi, comment on peut t'aider. Tiens, voilà, il y en a même, on pense que c'est tous des geeks et qu'ils ont tous des forfaits, pas possible. Il y en a qui n'ont pas de forfait téléphone. Moi, j'ai des élèves qui suivent mes cours sur des téléphones portables et puis ils me disent au milieu du quin, heureusement, au collège, on est allé en cours tout le temps, il y a que la dernière semaine, mais la dernière semaine, il y en a un qui m'a dit, c'est bien gentil, hein, la gestion dans l'eau, dans le monde, hein, mais j'arrive même pas à le lire sur le téléphone portable de maman. Et oui, et oui. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai passé un ordinateur de la famille. J'espère que ma fille n'entend pas d'ailleurs. Donc, du coup,
Voilà, mais je veux dire, on donne tous. Et c'est Elle le cherche, son ordinateur d'ailleurs. voilà, c'est ça. Et je rejoins Boris. C'est ce qu'il faut arriver à faire comprendre à ces jeunes qui sont hors radar qu'ils existent. Il faut leur donner confiance. Il faut leur dire si tu as une vraie valeur, tu peux apporter à notre société. Chacun, et c'est peut-être quelque chose que c'est pas de la démagogie. Il faut vraiment les accompagner un par un et se dire ceux qu'on a perdus, ben, faut les retrouver parce qu'il y a toujours les mêmes privilégiés et c'est ce qui fait que je reste profondément socialiste et humaniste. Je peux juste. Je suis profondément en accord avec ce que Nathalie et Boris ont dit. C'est-à-dire que et bien sûr qu'il faut développer chez chacun l'envie de se réaliser. Mais on sait par avance que cette envie de se réaliser, elle est socialement et en termes de genre très située. C'est-à-dire que vous êtes un enfant de CSP+, on vous éduque à réussir. On vous éduque à avoir confiance en vous, on vous éduque à y aller. Et ça se voit et ça se sent. Et ça se retrouve notamment tout simplement dans les choix de Parcoursup, tout simplement dans le profil des gamins qui vont tenter des trucs que les autres considéreront comme beaucoup trop durs pour eux. Et ce qui est particulièrement impressionnant, c'est de se rendre compte que cette idée que je peux y aller, eh bien, elle n'est même pas corrélée aux résultats scolaires. Elle est effectivement corrélée à l'origine sociale. Et donc, c'est quelque chose qu'il ne faut vraiment pas oublier. Alors derrière, on a des programmes, effectivement. Sur Sciences Po Bordeaux, il y a « Je le peux parce que je le veux », la région le finance. Mais rien que le terme « Je le peux parce que je le veux », parfois m'énerve. Ce qui m'énerve, et donc, si tu ne réussis pas, c'est que tu ne pouvais pas. Et ça me pose un vrai souci. Hein, quand, à l'époque, le concours de l'IEP… C'est pas de moi, Vincent. Oui, je sais. Je sais d'où ça vient. Ça vient de l'IEP lui-même. Mais typiquement, je le peux parce que je le veux. Et donc, si tu l'as pas pu, c'est que tu le voulais pas assez. Non, c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. Et donc, effectivement, c'est pour ça qu'il faut qu'on réfléchisse collectivement. C'est pour ça qu'on a besoin de cadres. C'est pour ça qu'on a besoin de politiques qui, justement, font en sorte que chacun puisse se réaliser. Et même, il faut donner plus à ceux qui ont besoin de plus. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel de ce point de vue-là. Donc, voilà, Sina, tu parlais du tuning. Effectivement, le tuning, il faut avoir les moyens de le faire. Le motocross, il faut avoir les moyens d'acheter la bécane qui va avec. Et donc, et derrière… Le tuning et le motocross, c'est deux trucs super populaires. C'est pas non, mais je sais. Mais tu sais, c'est super populaire, mais en même temps, c'est compliqué le milieu populaire. Et que tu vois, t'as ceux qui réussissent quand même à s'acheter la caisse qui va avec, et tu as ceux qui ne peuvent pas. Et on voit, en fait, derrière, on a tendance à oublier que les inégalités sociales, alors bien sûr, quand on regarde le tout en haut, on a l'impression que c'est très très loin, mais parmi les classes moyennes et les classes les plus pauvres, il y a aussi des écarts mais considérables. Et donc des trucs qui sont assez terribles. Et donc, c'est tout le discours qu'on a pu avoir ces derniers temps sur les gilets jaunes était nécessairement les oublier. Mais il semble que ça soit plus compliqué. C'était la classe moyenne inférieure. Ce n'était pas forcément ceux qui sont tout en bas. Et donc, et on voit que du coup, c'est extrêmement important ce qui s'est passé avec les gilets jaunes. C'est des gens qui, effectivement, avant ne se mobilisaient pas dans des territoires qui ne se mobilisaient pas. C'est des choses importantes. Mais on voit que tout ne peut pas se limiter. En gros, les gilets jaunes, ce n'était pas toute la société française et ce n'était pas les plus pauvres dans la société française. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut qu'on garde en tête. C'est-à-dire que, voilà, si on ne le fait pas, on a tendance à oublier que entre avoir un SMIC et moins d'un SMIC, ça peut être un monde à part. Avoir un SMIC dans l'entre-deux-mers, ce n'est pas la même chose qu'avoir un SMIC et être obligé de se loger dans la métropole bordelaise. Donc, il faut vraiment qu'on garde quelque chose de très, très fin, et ça vaut pour les jeunesses aussi. Voilà, c'était juste… Bon, je suis parti dans mon truc de sociologue. Juste avant de conclure, une dernière petite question qui a été posée, je pense qui peut être intéressante, qui a fait un petit peu écho à ce que vous racontez. C'est donc de Ryan qui disait « Les jeunes qui s'engagent ont encore des difficultés pour mettre des mots sur les compétences qu'ils développent lorsqu'ils s'engagent, pour agir sur la confiance en soi ainsi que sur l'employabilité. Et oui, quand on cherche une première expérience, on ne sait pas quoi mettre sur un CV. Pensez-vous qu'il faut aller vers un système de valorisation des compétences développées dans le cadre informel ?» Donc, je pense qu'on peut peut-être conclure sur cette question, ça vous va? Donc, assez rapidement. Parce que comme je suis en plein dans Parcoursup en ce moment, je le vois et c'est juste horrible. C'est-à-dire que dans Parcoursup, il y a le truc où on parle du parcours extrascolaire.
Et donc, on valorise des expériences. Et on se rend compte, là aussi, que les inégalités sociales sont justes, mais majeures. C'est-à-dire qu'il y a des gamins qui savent valoriser le fait de partir en voyage. Il y a des gamins qui savent valoriser le stage fait dans une équipe de journalistes. Il y a des gamins qui n'osent pas valoriser le fait que avoir fait un job d'été, c'est tout aussi formateur. Et donc derrière, c'est toutes c'est des micro-inégalités qui font que les jeunes n'ont pas conscience de tout le potentiel qu'ils ont en ayant juste été délégués de classe, en étant au conseil de la vie lycéenne, en ayant monté un micro-groupe de budget participatif pour un skatepark. C'est juste énorme en termes de capacité citoyenne. Et ça, ils ne se rendent parfois pas compte. Vincent, on en revient au déterminisme social. C'est-à-dire que moi, l'année dernière, je dirais, j'ai accompagné mon fils à faire son dossier Parcoursup, mais comme j'accompagne d'autres élèves qui me disent « Madame, j'ai pas les mots », ben, je le fais. Mais on est combien à le faire? C'est-à-dire que voilà, ça peut être une raison aussi dans les mairies ou dans des conseils de vie lycéenne. Il faut que voilà, on mette un peu le paquet. Ça doit venir du national aussi, c'est-à-dire pour gommer ces inégalités, il faut qu'on ait un référent, une personne qui soit capable de dire « Mais si, ce que tu dis toi, Vincent, si, c'est important ». Juste peut-être pour moi-même conclure sur ce thème, il y a effectivement deux choses. Il y a, quand on rentre sur le marché du travail, on vous demande souvent de produire une expérience que vous n'avez pas, et donc il faut la chercher ailleurs et dans la valorisation de l'engagement. C'est pour ça que dans la proposition qu'on avait fait à l'Assemblée, il y avait 5 000 € de dotation en capital de départ, notamment pour financer des projets d'engagement associatifs nationaux et internationaux, pour pouvoir produire quelque chose dans un premier CV. Et puis, on dit on ne sait pas mettre des mots là-dessus, mais parce qu'en fait, on ne sait pas mettre des mots sur le travail gratuit, d'une manière générale dans la société. Et qu'un des grands enjeux, ça va être, et on l'a vu dans cette crise, c'est de donner de la valeur à ce que le marché est incapable de valoriser. Tous ces métiers du bénévolat, du travail gratuit, des aidants familiaux, du service civique, donc se créer des droits, d'autres types de rémunération. Comment on se crée des droits à la retraite en étant bénévole, par exemple? Ça peut être des choses intéressantes. Aujourd'hui, il n'y a que les patrons qui ont d'autres façons de se rémunérer que le salaire. Hein. Ben voilà, demain, dans une nouvelle forme d'économie, il va falloir aussi se poser la question. Et là, je peux vous dire que si on manque d'emploi, on ne manque pas de travail. Et c'est aussi des perspectives d'une société de plein travail, je ne dis pas de plein emploi, mais de plein travail, valorisé, où on peut se créer des droits, se créer de nouvelles formes de rémunération à travers ce qui, pour l'instant, on regarde comme un, je sais pas, un supplément d'âme au mieux. Donc que les jeunes ne savent pas au moment où ils le font, mettre des mots là-dessus, bah, les adultes non plus. Merci. Pour finir sur un truc un peu enchanteur qui répond à ça, c'est j'ai quand même l'impression que ça commence à être pris en compte. C'est-à-dire, j'ai un exemple un peu concret. J'ai été contacté par une personne de la DRAC pour faire un projet avec des élèves de CM2. Et en fait, la première année où ils m'ont proposé, je ne pouvais pas participer parce que l'un des éléments pour rentrer dans ce projet, c'était de sortir d'une école d'art de l'État. Donc, je crois les beaux-arts ou des choses comme ça. Moi, je n'ai pas fait d'études, donc je ne pouvais pas. Et par contre, j'avais de l'expérience professionnelle dans mon secteur musical. Et depuis cette année, ces acquis sont pris en compte et sont considérés comme étant l'équivalent des études qui étaient obligatoires. Et donc, je vois que même à un niveau très institutionnel qu'est la DRAC, ces parcours-là commencent à être pris en compte, à être comptabilisés. Et je pense que ça va en effet participer aussi à la prise de confiance en soi des personnes qui ne vont pas forcément rentrer dans des schémas traditionnels, classiques ou pédagogiques, et vont pouvoir valoriser petit à petit des expériences collectives ou personnelles dans leur parcours. Donc, c'est très juste en effet. Ouais. Merci Sinad. Nous allons bientôt conclure. Moi, je propose un dernier tour de table de conclusion, de quelques mots par intervenant. Justement, comme du coup, on souhaitait axer ce webinaire sur la relation entre les jeunesses et les décideurs politiques, qu'est-ce qu'on peut attendre et qu'est-ce qu'on peut espérer avec, nous l'espérons tous, cette sortie de crise de la Covid-19 comme décision politique forte. Donc du point de vue, effectivement, nous avons 2 élus de la République ce soir, et du point de vue de citoyens et de sociologues. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre, qu'est-ce qu'on peut espérer? Parce que là, nous l'espérons, rentrer dans un nouveau cycle d'élections.
je crois que c'est une semaine décisive, me semble-t-il, à l'Assemblée. Est-ce que les élections départementales et régionales vont être maintenues prochainement ou reportées? Donc, ça soulève plein de questions. Peut-être Mathis, tu peux commencer cette conclusion. En quelques mots, oui, comme tu le disais, on va rentrer dans une période assez importante, que ce soit au niveau des élections, mais aussi sortie de la crise. Et j'espère en tout cas, enfin, ça pourrait être un souhait de ma part, qu'on va réussir à tirer toutes les leçons et les appliquer dans ce soi-disant monde d'après, si tant est qu'il existe, et que cette période où on s'est un peu posé, où on n'a pas forcément travaillé, on était chez soi, toutes les réflexions qu'on a eues, les gens qui se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas forcément heureux dans leur travail ou que les études dans lesquelles ils s'étaient engagés n'étaient pas celles qu'ils voulaient, quand tout cela va reprendre, quand il sera possible d'aller s'engager, d'aller faire des actions à plusieurs, que toutes ces personnes-là vont se donner la chance de le faire, se donner les moyens et prendre les opportunités où elles sont. Donc j'espère que les gens seront plus engagés et que voilà, arriver à saisir ces opportunités-là. Pour être très, très concret, est-ce que tu aurais une attente ou une demande d'une décision politique forte nationale sur les prochains mois à venir? Très, très concret, ça va être compliqué. Mais non, comme je le disais, je pense vraiment arriver à mettre en valeur toutes donc ce qu'on parlait de ces dernières minutes, toutes ces expériences qui sortent des cadres institutionnels. Donc vraiment arriver à mettre en valeur cela et arriver à valoriser cette prise d'engagement et mettre en confiance tous ces jeunes qui se demandent est-ce qu'ils sont capables ou alors qui se sentiraient comme des imposteurs ou voilà, vraiment mettre un système en place pour vraiment arriver à donner de la confiance à nos jeunes. Merci. Sina? Réouvrir les soirées. Moi, c'est vraiment réouvrir les lieux de culture. Je pense que séparer l'être humain de la culture, c'est la chose la plus difficile à lui faire vivre. Et c'est ce que je ressens le plus autour de moi et moi-même. Et ça, c'est pas que les jeunes. Je le vois aussi. Je parlais à mon voisin qui a 75 ans et qui me disait qu'il n'en pouvait plus et qui rêvait d'aller au théâtre et à l'opéra. Et, euh, et voilà, c'est vraiment là, c'est la punition la plus difficile parce que la culture, c'est l'imagination, c'est le vivre ensemble, c'est voir au-delà parfois aussi parfois de la réalité concrète et de se permettre de s'évader. Et oui, ouais, parfois la vie est un peu dure, parfois on a des virus, parfois on a une crise écologique, parfois ceci, parfois cela. Mais je trouve qu'au moins, quand on garde notre imagination, quand on garde notre liberté de penser, c'est une liberté qui devrait être inaliénable. Et là, je pense que c'est le moment de passer à l'action. Ouais. Et malheureusement, c'est une décision qui est quasi exclusivement entre les mains des politiques parce que c'est l'ouverture des lieux, l'ouverture des lieux de culture, des ERP, etc. ne dépend vraiment que d'une décision nationale et préfectorale. Donc moi, c'est ce que j'attends de plus fort là. C'est vraiment mais c'est le cas puisque j'ai reçu le document du ministère de l'Intérieur qui explique il y a 3 phases là qui ont été données avec des dates clés de réouverture, des réceptions, des restaurants, des bars, des cocktails, etc. Donc, je pense qu'il y a une volonté, mais qu'il faut peut-être un peu accélérer le processus. Nathalie Lonzi? Oui, effectivement, on parle culture, je vais parler sport aussi. Et puis, prendre en considération, et je ne dis pas parce qu'on est entre nous, là, si je puis dire, mais de toute la force que représente la jeunesse. J'ai rien contre les personnes âgées, hein, au contraire, mais elles ont montré une très forte solidarité dans cette crise. Moi, je crois, voilà, rendons-nous compte des sacrifices de cette jeunesse, des 18-20 ans, effectivement, et plus encore, ceux qui sont sur le marché de l'emploi, et accompagnons-les et valorisons ce qu'ils sont, ce qu'ils veulent et leurs désirs. La société, elle repose sur eux et avec eux. Et c'est pour ça que j'aimerais bien continuer mon mandat avec cette délégation jeunesse. Merci. Vincent Tibéri? C'est compliqué, tu me fais sortir de mon rôle de sociologue, mais
Non, je pense qu'effectivement, il faut réenchanter le collectif. C'est-à-dire que ça touche la jeunesse, mais pas que la jeunesse. C'est-à-dire que effectivement, on voit bien combien ce monde, si on le laisse faire, et le discours dominant, si on le laisse faire, on finit par se centrer uniquement sur l'individu, se centrer uniquement sur son potentiel, et donc s'il ne le réalise pas, c'est son problème, c'est qu'il n'a pas fait les efforts. Et donc effectivement, on a un besoin de retrouver du social. Alors, est-ce que c'est du socialisme? C'est à voir. Est-ce que c'est de l'écologisme? Est-ce que c'est du communisme? Ça à vous de voir. Mais effectivement, recréer du collectif, je crois que c'est essentiel. Et ça passe par la culture, ça passe par l'éducation, ça passe par la qualité des débats, ça passe aussi par des sciences aussi, un truc terriblement professionnel, mais ça passe aussi par l'acceptation que les sciences sociales, c'est à la fois des sciences critiques et c'est des sciences qui apportent à la connaissance de la société. Et en ce moment, je trouve qu'on a un peu pris cher ces derniers temps. Alors, on a pris moins cher que les jeunes étudiants qui se sont retrouvés cloîtrés dans leur chambre du Crous. On a pris moins cher que les jeunes qui ont vu leur job disparaître. C'est vrai, mais tout ça, ça participe aussi d'une non prise en compte du fait on peut faire société ensemble et en plus, objectivement, on a les valeurs pour et on a, notamment du côté de la jeunesse, la volonté de le faire. Voilà. Merci Vincent. Avant de conclure avec Boris, je signale que nous allons vous envoyer dans tous les chats de cet événement sur Zoom et sur les réseaux sociaux un questionnaire de satisfaction. Donc, je donne la parole à Boris Vallaud pour les quelques mots de conclusion de ce webinaire. J'espère juste que le vote de satisfaction n'est pas participant par participant, parce que ce serait terrible. Bon. Non, plus sérieusement, d'abord, moi je trouve que cette crise, elle nous donne un certain nombre de leçons et qu'il faut prendre appui sur elles, hein, des leçons définitives. Il y a beaucoup d'artisans d'un retour à la normale, d'artisans intéressés. Et le pire, à mon avis, ce serait un retour à la normale, que d'ailleurs vous pouvez écrire comme vous voulez. Mais dans cette crise, on s'est beaucoup manqué les uns les autres. Et on a l'occasion de se retrouver. Vincent l'a dit, du commun, des lieux de culture, des projets partagés, la réconciliation du rêve et de l'action. C'est vrai qu'en politique, on a le sentiment parfois qu'on s'interdit par une forme de réalisme qui serait, un gage de sérieux. On s'interdit parfois de rêver. Mais non, je crois qu'il faut qu'on rêve en grand, qu'on rêve avec vous. Donc j'ai envie de dire, pour tous ceux des jeunes qui ne font plus confiance à la politique, ils ont encore quand même le grand privilège de vivre dans une démocratie, même si les démocraties sont de plus en plus esseulées dans le monde et doivent, résister. Mais engagez-vous par tous les moyens, mais aussi, y compris politiquement. Je sais que dans les Landes, sur certaines listes, on n'a pas trouvé les 11 candidats qu'il fallait dans des petites communes où, là aussi, l'engagement au quotidien pour son voisin, pour ses concitoyens de toute proximité, on n'a pas trouvé ces candidats-là. Donc, engagez-vous. Et puis, s'il faut que vous mettiez les vieux à la porte, on résistera un peu, hein, mais qu'à cela ne tienne, ce sera une façon d'avoir un peu plus de vitalité démocratique, ce dont on manque cruellement par les temps qui courent. Voilà ce que je voulais vous dire en vous remerciant de votre invitation. Merci Boris, merci à toutes et tous et on vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt pour d'autres webinaires.